Je dois admettre que cette suite me faisait un petit peu peur. 28 ans plus tard, le temple des morts. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, très tranquille, après on va tout spoiler. Le temple des morts est la suite directe au film 28 ans plus tard et il raconte deux histoires. Celle de Spike qui a rejoint sans le souhaiter une secte violente et brutale et celle du docteur Ian Kelson qui essaie de guérir un infecté. 28 ans plus tard, le temple des morts est donc le quatrième film de la saga après 28 jours, 28 semaines et 28 ans. Comme je l'ai dit, c'est vraiment la suite directe au précédent. Les deux films ont été tournés d'un coup, c'est pour ça qu'ils sortent aussi rapidement l'un après l'autre. Fun fact, d'ailleurs, il sort 28 semaines après le premier film, mais la grosse différence c'est que 28 ans a été réalisé par Danny Boyle et scénarisé par Alex Garland. Ce film-là, Le Temple des Morts, est scénarisé par Alex Garland, mais n'est pas réalisé par Danny Boyle. C'est en effet Nia DaCosta qui réalise ce projet. Alors certains auront peur car elle a fait de Marvels. Bon, vous savez quand un réal fait du Marvel, c'est pas vraiment le réal qui réalise entre grosses guillemets. Et de Marvels, c'était pas vraiment une catastrophe. Je sais que le film s'est fait détester, mais c'était pas horrible. Mais elle a aussi fait Eda cette année, techniquement l'année dernière, ce qui est sorti sur Prime chez nous en France, et elle a fait Candyman que beaucoup de personnes ont aimé. Donc c'est un peu une spécialiste de l'horreur mais elle fait plein de choses différentes, et vu que c'est la suite mais faite par quelqu'un d'autre, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit attendez, on passe de Danny Boyle que tout le monde adore, qui a 30 ans de carrière, un mec génial, fabuleux, à une personne qui a un peu d'expérience, qui est sympa mais qui n'a jamais fait de grands chef-d'œuvre, et c'est normal qu'on soit un petit peu inquiet. Enfin, moi je le voyais un petit peu comme ça. Nia DaCosta, très sympa ces films, mais est-ce qu'elle peut suivre un projet de Danny Boyle? Eh bien, on va en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le compte épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, Nouvelle Vague ou Neige à 2. Sur Disney+, vous avez Tron Ares, Les 4 Fantastiques ou Lilo & Stitch. Sur Apple TV, vous avez déjà F1. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement, mais vous pouvez le faire si vous avez l'abonnement via MyCanal. Vous avez Une bataille après l'autre, Superman ou encore Weapons. Vous avez des serveurs CyberGhost qui sont optimisés par plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie et la Bulgarie parce que c'est plus simple au sein de l'Union et ça marchera. Il y a des tutos en ligne qui vous disent encore comment faire et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi. Vous le savez, en ce moment, il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Ralph Fiennes en paix, utilisez un VPN. De même, pour être en sécurité, parfois vous regardez des films d'une manière un peu particulière, n'est-ce pas? Avec un VPN, ça sera bien plus sûr. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait. C'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que vont penser les gens de ce film, car c'est une suite que je trouve assez peu orthodoxe. Par exemple, le personnage principal du film, c'est pas Spike qu'on connaît et qui était le protagoniste du précédent film, mais c'est le personnage de Ralph Fiennes, Ian Kelson, qui était lui un personnage secondaire dans le premier film. Jimmy Crystal, interprété par Jack O'Connell juste là, lui est le deuxième personnage principal de l'œuvre, qui était juste présent à la fin du premier. Samson, oui, le zombie Samson, est le troisième personnage le plus important de l'œuvre, et c'est d'ailleurs peut-être le meilleur personnage. Et Spike, notre protagoniste, qu'on connaît bien depuis 28 ans, il est limite un personnage secondaire qu'on met de côté. Alors attention, il a une importance, mais littéralement son intrigue, il est juste là pour être plus spectateur, même s'il fait quelque chose, j'en parlerai en spoiler, mais tout ce qui concerne son passé, sa mère, son père, genre par exemple le village de Aaron Taylor Johnson, vous savez, le village sur l'île, on le voit pas. Enfin, c'est pas prévu, de toute façon, il avait dit, c'était pas prévu, il est pas au casting. Il sera peut-être dans le troisième film si le troisième film se fait. Normalement, ça a été annoncé et officialisé que le troisième va se faire, mais si ce film flop, ils vont pas le faire. Soyons honnêtes, peu importe comment ce film se finit, on en parlera en spoiler évidemment, ils vont pas le faire si c'est un énorme bide, même s'ils l'ont annoncé. Ça a déjà arrivé auparavant. Si c'est un énorme flop, vous inquiétez pas, ils vont pas le faire. Mais là, c'est peu orthodoxe parce que notre protagoniste du 1, il est vraiment mis en retrait en tant que spectateur plus qu'autre chose.
Et c'est bizarre de faire ça pour une suite de films. C'est particulier, c'est un peu nouveau. Et je pense que ça va pas mal diviser. Et la saga aujourd'hui, elle a une volonté de raconter des histoires de personnages et comment ils ont survécu l'apocalypse, non pas d'un point de vue logistique, mais d'un point de vue psychologique. Spike sera certes le fil conducteur entre les différents récits, mais c'est plus son histoire et ce n'est plus vraiment son rite initiatique. Ça, on l'a vu dans le premier film. Et ce film s'intéresse plus au traumatisme et à l'impact de ces traumatismes sur les gens, plus que littéralement les zombies, les infectés et entre guillemets l'humanité. J'arrive pas à me rendre compte si ça va diviser chez les gens ou s'ils vont trouver ça génial. Ou alors ils vont complètement détester. Enfin, c'est le terme diviser, hein, je pense que c'est ça. Parce qu'en gros, moi j'ai adoré la direction que prend cette saga. Je trouve que c'est l'une des suites les plus intelligentes que j'ai vues de ma vie, tout simplement. J'ai trouvé la proposition nouvelle, fraîche, et j'ai jamais vu ça dans un film de zombies / infecté, peu importe comment vous l'appelez. Mais là, le terme infecté, il est techniquement bien plus pertinent vu l'approche du film et je trouve ça assez génial. Et c'est même plus un film de zombies ou d'infectés pour moi, ça a vraiment dépassé le genre. Alors oui, les zombies ont toujours été une allégorie pour plein de choses hein, dans la société, on en parlera après. Et là, ça épouse à fond le concept, mais il n'y a plus de zombies quoi. Enfin, il y a Samson, c'est tout. Il y a un zombie, il y a Samson, il y a quelques petits zombies à droite à gauche, mais c'est plus un film de zombies quoi. C'est littéralement autre chose aujourd'hui. Et c'est mieux, je vous jure, c'est mieux. C'est fou de se dire que les meilleurs passages dans cette saga sont rarement les passages avec les zombies. Alors quand je dis cette saga, je parle de la nouvelle trilogie pour être plus précis, parce que dans les précédents films, le 28 semaines et 28 jours, il y avait des passages iconiques avec les zombies. Mais dans ces deux films-là, les zombies sont mis de côté. Donc si vous détestez ce genre de choses, donc si vous voulez voir des films de zombies, vous n'allez pas aimer. Alors, je vous dis tout de suite, si vous voulez voir un film de zombies, vous allez détester. Parce que oui, il y a un zombie, il y a un gars, il y a juste Samson dans le film, mais c'est génial. Je vous jure, le traitement de ce personnage-là, je l'ai trouvé tellement ingénieux, intelligent, stressant, ils ont tellement bien géré. Et le truc, c'est que maintenant, ces deux films-là, ils s'intéressent de plus en plus à des personnages secondaires. Ils ont fait une suite qui a transformé le premier film 28 ans en une sorte de film choral où là on s'intéresse à plein de personnages différents, les intrigues qui s'entrecroisent et tout. Et je trouve que c'est une super idée parce qu'on s'attache à ce personnage-là, on veut les revoir, on veut constamment les suivre. Et quand la fin arrive, il y a un cliffhanger évidemment à la fin du film pour préparer le troisième, t'es un peu déçu parce que toi, t'as envie de voir autre chose au final. Donc je trouve qu'ils ont fait un super travail où tu dis putain, j'adore ces personnages, j'ai envie de les voir constamment, j'ai envie de voir le monde dans lequel ils évoluent. Et là, honnêtement, des 28 ans plus tard, je pourrais en bouffer 10. Je vous jure, je pourrais en regarder un par an, ça serait un pur délice. Et j'avais peur de Nia DaCosta, même si je trouve que c'est une bonne réal. J'avais peur qu'elle singe Danny Boyle, qu'elle essaie de l'imiter, qu'elle n'ait pas son style. J'avais peur que le mec soit présent, vous savez, comme un showrunner de série. Un showrunner de série, c'est un mec qui écrit quelques épisodes, qui réalise de temps en temps, mais c'est un mec qui surveille que le style soit uniforme de l'épisode 1 à l'épisode 8. Et je voyais un peu Danny Boyle comme un producteur / réal qui serait là en train d'épauler DaCosta en lui disant fais ça et ça. Et non, en fait, c'est complètement différent. On ressent que c'est pas Danny Boyle qui a réalisé. On ressent que c'est un peu la patte de DaCosta. Il y a plus les plans, vous savez, à l'iPhone, le bullet time, les plans très voyeuristes. Je vous invite à aller voir mes deux critiques que j'ai fait sur le premier film qui est sorti il y a quelques mois parce que j'en parlais en détail. Mais grosso modo, c'est pas du tout la même chose. Le style de Danny Boyle n'est pas du tout présent. Et tous les gens qui étaient énervés par rapport au style de Danny Boyle dans le précédent film, peut-être vous allez adorer celui-ci car d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue de la grammaire de mise en scène, c'est différent. Et il y a quelques nouvelles choses, hein, les gros plans en mode limite GoPro, Steadicam sur des visages constamment, mais ils sont méga importants parce que le mouvement des personnages, leur rapidité, mais surtout le regard qu'ils vont avoir, vont tellement être cruciaux dans l'intrigue, la narration, surtout concernant Samson, pour le coup, parce que c'est un film qui va beaucoup plus se concentrer sur le jeu d'acteur que je trouve tous les autres films de la saga, vu que c'est majoritairement des dialogues entre personnages. Ils vont juste parler et ça sera ça la beauté de l'œuvre. Et je trouve qu'en termes de jeu d'acteur, c'est bien plus important que tout ce qu'on a vu précédemment dans ces œuvres-là. Et c'est plus un film qui se concentre sur eux, sur leur jeu, sur leurs relations, sur comment ils vont interagir, les surprises dans les relations, plutôt que l'horreur, plutôt que l'action et plutôt que le côté zombie. D'ailleurs, c'est un film qui est très drôle. J'ai rarement autant rigolé au cinéma cette année, on va dire, si on considère aussi 2025. Pour moi, c'était un pur régal de comédie, mais c'est justement ça qui est bien. C'est que ça mélange parfaitement le stress, la comédie. Et ça, pour le coup, j'ai adoré. Donc, je trouve que Nia DaCosta, elle a sorti une œuvre
qui est vachement personnel, qui parle vraiment des yeux, des regards, il y a pas mal de mouvements par rapport à ça, c'est très rapproché, c'est très intense, et quand ça l'est pas, c'est très contrasté avec un événement dans le décor. On va avoir des dialogues entre personnages, mais on va même pas les écouter, limite on va se concentrer sur ce qui se passe derrière, et ça sera plus intéressant fatalement, parce que ce qui va se passer derrière va représenter le dialogue, donc entre guillemets, t'as même pas besoin d'écouter pour comprendre ce qui se passe dans la scène, et ce qui se passe dans les relations, donc il y aura beaucoup de symbolisme par rapport à ça, peut-être limite un peu trop, genre elle joue vraiment avec les codes religieux, le symbolisme, elle en fait vraiment des caisses. Après, Danny Boyle en faisait des caisses aussi, donc c'est vraiment la même lignée thématique aussi visuellement. Et tu regardes souvent l'arrière-plan que j'ai beaucoup aimé. Là où, avec Danny Boyle, t'étais vraiment en mode voyeuriste, tu sais, caché dans un champ et tu regardais les zombies, les humains. Là, c'est un peu l'inverse. Tu regardes vraiment le décor en train de brûler, le champ en train de changer, le bruit des animaux. Il y a un truc par rapport à ça que je trouvais vraiment pertinent et assez divertissant. Et je trouve qu'elle a vraiment bien fait pour le coup. On est dans littéralement les mêmes lieux que le précédent film, donc on les connaît déjà. On n'a pas besoin de replonger dedans et ça profite de ça pour qu'on se concentre sur le message, l'enjeu dramatique et les arcs de personnages. Et justement, parce que le film est très drôle, ça va créer un vrai stress parce que t'es pas censé rigoler en réalité. T'es censé avoir peur, t'es censé stresser, mais justement parce qu'il mélange bien le côté humoristique, grotesque et lunaire de ce qui se passe à certains moments, ça fait flipper. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le fait que ce soit drôle crée un moment de stress parce que t'es pas censé rigoler, du coup tu t'attends à ce que ça se passe mal à n'importe quel moment dans le film. Du coup honnêtement ouais, les 45 premières minutes t'es un peu tendu comme ça, tu te dis putain qu'est-ce qui va se passer, je sais pas, j'ai un peu peur, et au fur et à mesure ça devient drôle, malsain, mélancolique, il se passe beaucoup de choses, et ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film qui a vraiment réussi à avoir une ambiance mais tellement juste pour l'histoire qu'il va raconter, et je trouve que ça switch entre genres limite. T'as des séquences qui sont limite du torture porn avec beaucoup de gore. Par exemple, c'est de loin le film le plus gore de la saga. Il y a des moments assez violents. Mine de rien, il y a quelques petits jumpscares. Il y a quelques moments qui sont purement de la comédie. En fait, ça arrive à tellement bien switcher entre les différents genres et ça passe à tous les moments, quoi. C'est peut-être moins créatif que le Danny Boyle, d'accord, mais c'est redoutablement efficace pour le coup. Elle sublime parfaitement d'Acosta le travail d'Alex Garland, et on peut critiquer Alex Garland autant qu'on veut en tant que réal, que scénariste et tout, mais quand il s'agit de cette saga et de ces deux films, en tout cas, mais même le premier évidemment, le mec est très bon. Ce film, il foisonne d'idées. C'est 1h40, c'est super dense, il se passe 1000 trucs, et en même temps, on n'est jamais perdu, on comprend tout, c'est touchant, c'est fort. Et honnêtement, on peut dire plein de choses sur les personnages, mais j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de spoiler, sur les thématiques que je vais aussi garder pour la partie d'après. Et c'est ça que j'aime, c'est que ça prend les bases solides du premier film, ça continue les thématiques sur le patriarcat, sur la société, sur la religion, sur le côté sectaire, évidemment, et ça propose quelque chose de fondamentalement nouveau. Ça avance aussi dans l'histoire. Il y a tous les acteurs qui s'amusent. Ralph Fiennes, je crois que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas autant amusé dans un rôle. Il est génial dedans, il vole le show. Jack O'Connell aussi, évidemment. Ils sont tous à fond dans leur truc. Alors oui, ça va surjouer un peu, ça va en faire des caisses, mais c'est typiquement le personnage. Et pour ceux qui avaient peur du côté un peu Power Rangers de la fin du premier, il n'y a pas ça ici. Là, c'est vraiment premier degré, c'est très sérieux, mais en même temps, c'est ça qui fait peur, c'est que c'est tellement premier degré, en sachant qu'ils sont un peu des Power Rangers, des Teletubbies, que ça crée un malaise, et c'est ça qui est fort justement. Tout le monde s'en sort bien, il y a plein d'acteurs qui sont bien, Spike et plein d'autres, mais celui qui vole aussi un petit peu le show, c'est Chi Lewis Paris, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est Samson, qui vraiment est une grosse partie du film. C'est les relations entre tous ce personnage-là, lui qui est menaçant parce que c'est un alpha, mine de rien, les autres qui vont réagir à lui, c'est fascinant ce qu'ils ont réussi à faire avec ce personnage-là. Et je trouve le film limite mieux monté que le précédent, parce que le précédent était peut-être un peu vulgaire à certains moments, peut-être un peu épileptique pour certains et des choses comme ça. Moi j'ai pas trouvé, moi je trouvais ça vraiment très bien. Vous savez que j'ai adoré le précédent, mais c'est moins indigeste, je pense, pour beaucoup de personnes, parce que c'est plus académique. C'est moins avec des tentatives folles à la Alex Garland, Bullet Time et en même temps Danny Boyle, parce que tu vois qu'il y a le style de mise en scène à certains moments d'Alex Garland aussi, surtout la séquence, vous savez, avec les militaires. Mais oui, il y a ce truc où celui-ci est plus simple d'accès visuellement. Certains vont être déçus parce que ça tente moins de choses, mais je trouve que ça marche très très bien pour ce que c'est. Il y a moins l'ambiance punk, vous savez, du précédent film. Il y a encore beaucoup de musique des années 90, des musiques iconiques du Royaume-Uni, qui sont utilisées cette fois-ci de manière bien plus triste. Et le mélancolique, c'est le terme justement, parce que c'est une œuvre qui est fatalement très mélancolique.
et qui fait penser au monde d'avant. Là où c'était composé par Young Fathers, le premier film de cette nouvelle trilogie, ils avaient une composition originale, nouvelle, qui était bien dans l'ambiance, qui était vraiment en mode rite initiatique, aventure, action. Là, c'est Hildur Guðnadóttir, je pense que j'ai mal prononcé, qui a fait Tchernobyl, qui a fait Joker, et on le ressent aussi, l'ambiance n'est pas la même. Donc je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui vont plus adorer ce film au premier, parce que c'est peut-être plus simple, plus académique, ça tente peut-être moins de choses, mais c'est peut-être aussi plus efficace, fatalement. C'est 1h40 sans générique, et c'est un pur plaisir en termes de rythme. Il y a des idées de mise en scène, certes moins marquantes, encore une fois, mais peut-être justement que ça va moins diviser visuellement. En termes de scénario, je pense que ça va surprendre. Je pense que c'est aussi ce qu'on attend du cinéma, des surprises, de nouvelles choses. Et je pense que ça va dans une direction qui est inattendue pour le projet et pour ce genre de film. Faire un film comme ça à 60-70 millions, qui est aussi focus sur des thématiques sérieuses, mais en même temps, bah, ça reste un film d'infecté entre guillemets, et ça n'a pas peur d'être dans l'émotion, et en même temps de faire quelques moments de jumpscare, d'action, de changer de genre, avec des acteurs qui s'amusent constamment, une vraie proposition de cinéma. En fait, c'est difficile de dire s'il est meilleur ou pire que le précédent film, mais moi, je les classe à peu près au même niveau, quoi. Pourquoi ? Parce que ce sont deux films qui sont la même histoire, entre guillemets, la suite évidemment pour celui-ci, mais vraiment une nouvelle suite, mais ça fait aussi quelque chose de nouveau visuellement. Donc je trouve ça très très bien, et j'aimerais bien voir cette franchise en mode Mission Impossible. Vous savez, chaque réal, il fait un 28 ans plus tard. Parce que je trouve que là, ce Bon Temple, il m'a prouvé qu'ils ont des putains d'idées et qu'ils peuvent aller au bout des choses, et ça peut créer une sorte de saga géniale. Ils vont sûrement arrêter avec le prochain si ce film a du succès, mais putain, quand tu changes de réal et tu racontes la même histoire, parce que du coup c'est le même scénariste, derrière, ça fait un film qui est complètement différent, qui est nouveau, qui a un bol d'air frais, et ça fait grave plaisir. Donc c'est un drame sociétal de personnages, c'est beau, c'est grand public en même temps, et que vous ayez aimé ou pas le précédent, tentez celui-ci parce que c'est différent fatalement. Alors vous allez peut-être détester, hein, j'en sais rien, mais je pense que le fait que ce soit un peu original, qui change les choses, bah ça en fait un film assez mémorable, et pour moi, honnêtement, c'est très très bien, quoi. J'ai passé un super moment, j'ai eu la chance de voir une avant-première la semaine dernière à Paris, et j'étais hyper content parce que je l'attendais beaucoup aussi, parce que j'avais adoré le précédent, et celui-ci ne déçoit pas. Donc franchement, plus j'y pense, plus je l'aime. J'ai eu le temps d'écrire ma critique, d'y penser pendant quelques jours. J'adore ce film, je ne peux que vous le conseiller, que vous ayez aimé ou pas le précédent. Par contre, il faut voir le précédent, je précise, c'est vraiment la suite directe, et il faut voir le précédent, sinon vous n'allez rien comprendre, et j'ai hâte de voir la suite. Maintenant, on va passer en spoiler. En partie spoiler, j'ai envie de parler du début du film qui se concentre vraiment sur comment rejoindre les doigts. Je crois que c'est comme ça en français aussi, les fingers. C'est une sorte de rituel, de combat, de gladiateur presque, entre un doigt et un nouvel arrivant qui veut devenir doigt parce que c'est les doigts de la main, il y a des places limitées. Voilà, c'est tout le symbole religieux, sataniste derrière. C'est un combat pour le plaisir de Jimmy Crystal. Et juste pour rappel, hein, Jimmy Crystal est habillé en Jimmy Savile. Pour ceux qui ne le savent pas, Jimmy Savile était un présentateur de télé au Royaume-Uni dans les années 90-2000. Et c'était visiblement l'un des plus gros pédocriminels de l'histoire du pays. Ils ont appris ça après la mort de Jimmy Savile. Sauf que Jimmy Savile cartonnait à l'époque où le personnage de Jimmy Crystal était enfant. Donc il a vu les Teletubbies, les Power Rangers, et il a dû voir Jimmy Savile. Donc il est habillé à la fois en une icône de télé qu'il aimait bien, mais cette icône s'est révélée être un pédophile. C'est un peu ça l'image aussi derrière ce personnage-là de Jimmy Crystal, c'est que c'est fatalement un mec qui s'habille en mode un peu fun, avec sa croix inversée, un peu blasphémateur et tout sataniste, mais en même temps c'est non pas peut-être un pédophile dans cette œuvre-là, même s'il y a une scène un peu de viol quand même dans le film. On ne sait pas si c'est une scène de viol ou d'émasculation, c'est un peu bizarre avec la jeune fille et le mec qui perd au combat, mais en tout cas c'est voilà l'attitude et le déguisement funk surtout même aussi, et punk pour être un énorme fils de pute, c'est ça la réalité. Et cette secte avec son gourou est à la fois un groupe d'enfants qui n'ont jamais grandi, c'est ça la référence et le concept, et ils ont détourné les codes de la télévision pour être sadiques. Et en même temps, bah, c'est la preuve des dégâts de la société qui crée une forte déshumanisation et un début de barbarie sans les fondations de la société elle-même. Donc en fait, ils ont complètement contourné des symboles de la jeunesse pour en faire quelque chose d'iconisé pour eux et être horrible et méchant. C'est comme ça que les gourous opèrent, que les gens qui gèrent des sectes de manière générale. Et oui, c'est une secte avant tout, hein, je veux dire, ils partagent tout un roman limite national de secte avec le fameux malin Old Nick qu'ils appellent dans le film. C'est typique de la manipulation d'un gourou pour son plaisir personnel, fétichiste, de la violence, de la fausse identité qu'il se donne en tant que fils
du malin et son envie de propager cette violence et son identité. En fait, il a envie que tout le monde lui ressemble parce que pour lui, c'est la manière de faire et il donne cette excuse du malin. Mais on apprend quand même qu'il entend le malin. En tout cas, il est convaincu d'entendre le malin, et ça c'est intéressant, je vais en parler juste après, mais du coup, il va convertir tout le monde avec l'impossibilité d'avoir X membres en trop, donc il faut qu'ils se battent et des choses comme ça. C'est la critique, encore une fois, évidente de la société. Les humains deviennent fous sans cette fondation, sans cette base, et c'est justement la discussion qu'il a avec Ian, le médecin, juste après. Et je trouve que le terme fou, il est assez approprié concernant Jimmy, car il a vraiment pété un câble après avoir vu son père diriger des zombies, entre guillemets, parce qu'il n'a pas vraiment dirigé, mais en gros, il a vu son père être élevé par des zombies dans le premier film et en même temps emporté en mode c'est le nouveau chef, et il y avait tout ce parallèle religieux, en tout cas que lui a interprété tel quel et que nous on a vu aussi dans le premier film. Et c'est intéressant parce qu'il a vu sa mère décéder aussi, et c'est là les traumas. Littéralement, il en parle, il était seul, croyant, bercé aux histoires apocalyptiques, et il s'est senti imprégné de cette mission satanique en tant qu'excuse pour dominer les gens. Parce que qu'il y croit ou pas, fatalement, c'est une excuse pour être un gourou et pour dominer les autres. Et au fond de lui, il y a cette scène où tu sais que c'est faux. Il comprend qu'il croit en ce Old Nick car il a été traumatisé, car c'est au fond de lui, c'est à cause de sa jeunesse, il le comprend, mais en même temps, il l'entend aussi, quoi. Et même s'il ment sur le fait qu'il l'entend, il agit quand même comme s'il entendait, mais on voit qu'il invente tout, on voit qu'il sait rien, qu'il bullshit, mais je pense qu'il a une vraie psychose aussi. Et c'est pas pour rien qu'il va commanditer une mise en scène pour faire passer Ralph Fiennes, son personnage, en tant que Satan, parce qu'il sait que tout ça c'est du spectacle, c'est du show, c'est de la manipulation, c'est des mensonges, mais je pense qu'il y croit aussi un petit peu. C'est pour ça qu'il tue d'ailleurs, hein. C'est pas pur sadisme, c'est le but de sa secte, hein. C'est de progressivement être déshumanisé. En tout cas, c'est comme ça que le film le montre, et on voit le processus de A à Z. Spike, il tue littéralement un membre sans le vouloir par légitime défense, sûrement de la même manière qu'a commencé Jimmy Crystal. Au final, on voit le gourou, on voit les fidèles, on voit la personne qui doute, on a tout le spectre de la secte, de l'état zéro de la déshumanisation avec Spike qui tue quelqu'un sans forcément le vouloir, avec l'état final de Jimmy Crystal qui est le gourou, qui invente, qui manipule, qui dit n'importe quoi. Et c'est symbolisé par cette scène dans la maison. Cette maison qu'ils attaquent prouve encore une fois qu'en fait ils s'en fichent des humains, ils sont pas là pour recruter, au final ils sont pas là pour propager une sorte de paroisse et des choses comme ça, ils sont là pour être des sadiques. Ils s'en fichent des humains, ils tuent des zombies toujours de manière simple. Pour eux, les zombies sont aucun danger crédible. Ils ne représentent rien. C'est ça qui est intéressant. Ils ne sont pas une menace. Ils jouent avec eux. D'ailleurs, ils jouent avec les humains aussi. Pour eux, les humains et les zombies, c'est limite la même chose. Ils sont obsédés par ce sadisme, cette violence, cette barbarie. Et il y a cette fausse quête perpétuelle de nouvelles recrues. Mais en fait, ils s'en fichent. C'est juste pour avoir du show, pour avoir du spectacle, parce que c'est ça qu'ils aiment. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont incompétents. Dès qu'il y a un truc imprévu qui se passe, ils paniquent, ils meurent, ils font n'importe quoi, ils sont pathétiques tout le long du film. Et ça que j'aime beaucoup, c'est qu'ils font pitié tout le long. Mais ils sont dangereux, car ils voient une sorte de violence qu'ils demandent et exigent au monde juste après. Et justement, cette scène de dépouillement, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais le skinning, quand on enlève la peau de quelqu'un, méga violente, et la scène en feu juste après, tout se retourne contre eux, et j'aime bien justement ce contraste de eux qui dominent, qui torturent de manière dégueulasse, et c'est plus ou moins bien montré dans le film, je dirais. C'est à la fois satisfaisant de voir ce bâtiment s'écrouler sur eux pendant la conversation avec Spike, d'ailleurs, parce qu'en fait, tu n'écoutes même pas entre guillemets ce qui se passe. Tu vois juste le bâtiment s'écrouler et tu comprends qu'en fait la secte est en train de s'écrouler, que plus personne va y croire et que lui doit littéralement sauver sa secte, ce fameux Jimmy Crystal. Et c'est le symbole de tout ça qui s'écroule et d'un homme qui est en train de tout perdre, mais comme ça, en juste quelques minutes, quoi. C'est ça qui est fascinant. Et c'est intéressant de les suivre aussi parce que toi, en tant que spectateur, tu as cette curiosité morbide de voir à quel point ils vont aller loin. Et quand ils vont loin en termes de sauvagerie, oui, toi, en tant que spectateur, t'aimes bien, tu trouves ça un peu fun, même si c'est horrible. T'aimes bien voir des gens malsains, t'aimes bien voir des fous. On est un peu fasciné par les sectes de manière générale. Donc j'aime bien aussi cette critique du sectarisme. J'aime bien cette critique surtout politique. Parce que fatalement, ce mec-là, c'est un homme politique qui met en avant des mensonges, qui met en avant de la manipulation pour ses propres intérêts. Donc il n'y a aucune différence, plus ou moins je dirais, entre la secte de Jimmy Crystal et la secte de Spike. Ne l'oubliez pas, Spike aussi était dans une secte, hein, avec des règles très précises. C'était une secte militaire, on n'aide pas les autres, on n'aide même pas sa propre famille si littéralement elle sort de l'île. Spike était dans une secte, il en rejoint une autre, et la question qu'on se pose, c'est est-ce que si tu veux survivre dans ce monde-là, dois-tu rejoindre une secte? Et c'est là que Ian
Kelson va intervenir, ça qui va être vraiment intéressant, c'est que lui est complètement à l'opposé. Lui va essayer d'humaniser les infectés, pendant que les humains se déshumanisent eux-mêmes en agissant comme des monstres, en agissant comme des infectés. Donc Samson est progressivement humanisé, il redevient petit à petit humain littéralement grâce à deux choses. La drogue, c'est un soulagement du système ici représenté par ce virus, parce que c'est le système qui est remplacé par ce virus et littéralement il faut s'en débarrasser. Et en même temps, il y a un truc qui est dit de manière assez intelligente, chaque humain a besoin d'un moment de réconfort. Il a besoin de sortir de ce système-là et de vivre un peu différemment, et la drogue ici aide. Mais surtout, en fait, Samson, il a besoin d'une communauté, comme tous les membres ici, parce qu'en fait, on est humain, on a besoin d'une communauté. La solitude ne fonctionne pas, et la thématique du premier film, 28 ans, je précise, était la recherche du père. Plusieurs figures paternelles se battaient entre elles pour le respect de Spike. C'était vraiment la thématique où Spike recherchait un nouveau père. Et cette figure-là, acceptée en tout cas par Spike, c'était le docteur athée, rationnel. Et on ne sait même pas s'il est vraiment athée au final. Je crois qu'il est même croyant, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il est rationnel. C'est ça la grosse différence. Qui pense au peuple et qui veut aider tout le monde, peu importe qui est cette personne, car il est conscient de son pouvoir. Et c'est ça qui est fascinant. Ici, c'est ça. Samson, lui, cherche refuge dans une famille sans s'en rendre compte, mais il reste humain. Au fond de lui, il cherche un traitement. Spike, lui, cherche un père et Jimmy Crystal aussi, sauf que son père est mort, donc il pense trouver refuge dans le malin, Satan, qui représente son père, et il dit qu'il est le fils du diable. Donc c'est un film sur comment les jeunes hommes et les jeunes femmes vont naviguer ce monde, cette société patriarcale, avec quelques marqueurs sociétaux que je vais citer après, afin de survivre. Ça qui est intéressant, c'est que Ian est triste car il se sent seul. Il n'a plus de figure à suivre. Il se replonge constamment dans le passé, dans sa musique, dans ses photos. Il est en train de perdre son humanité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit nu. Il y a ce parallèle qui est fait de lui nu et en même temps Samson qui est déshumanisé aussi parce que c'est un infecté qui est nu aussi. Donc il est en train de devenir comme Samson entre guillemets, mais il perd son humanité sans être infecté. Parce que sans communauté, sans quelqu'un, tu deviens fou un petit peu. Tu deviens infecté d'une certaine manière. Donc il fait le lien entre lui et les infectés et en même temps du coup la secte de Jimmy Crystal et il sait plus à quoi se raccrocher. Et je veux dire, le passé ne suffit plus, il sait plus quoi faire et il trouve une sorte de communauté avec Samson, il trouve une nouvelle famille, mais en même temps il reste suicidaire. C'est ça qui est fascinant, c'est que c'est Samson qui va le motiver à vivre. Lui il va essayer de se suicider et cette tentative de suicide via Samson, c'est un saut de la foi qu'il fait là. Donc pour un mec qui est considéré comme athée, il fait beaucoup d'actes très bibliques, fatalement. Les scènes d'ailleurs sont très drôles entre lui et Samson, parce que à la fois tu stresses, on sait jamais quand Samson peut se réveiller de la drogue bah, ça a une résistance et il augmente les doses d'ailleurs, il le dit dans le film, et en même temps, littéralement ça reste un alpha. Donc peut-être d'un coup il va broyer et tuer notre personnage principal. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on doit faire confiance à l'alpha, comme lui fait confiance à l'alpha. En tant que spectateur, tu trouves ça très drôle, tu trouves ça touchant, il danse un peu comme s'il avait retrouvé un fils et des choses comme ça, parce qu'ils ont, voilà, cet écart d'âge, entre guillemets, il doit avoir 30 ans et 50, quoi. Mais il y a toujours ce truc à l'intérieur de toi où tu te dis, ça peut toujours vriller à n'importe quel moment. Mais c'est ça, plus t'avances, plus tu fais confiance. Et quand il est prêt à tuer Samson, t'as pas envie. Parce qu'à ce stade, toi, t'es rempli d'espoir, tu dis, il faut que Samson survive, il faut lui donner une chance, et justement il va dire ce mot Moon et ça va littéralement le motiver aussi, Ian, à lui donner une chance. Mais ça qui est fort, c'est qu'au début vraiment tu flippes parce que c'est un alpha, c'est un infecté et tu juges littéralement Samson comme quelqu'un que tu vois comme ça, tu dis ok cette personne là est forcément mauvaise, elle veut ma mort. Mais plus tu apprends à le connaître Samson, plus tu veux le sauver. Et je trouve que c'est la grande force de l'œuvre, c'est que vraiment ils vont à fond dans cette direction. Ian représente vraiment la dernière fondation, ils disent le mot, foundation, plusieurs fois d'ailleurs dans le film, de la société. Pour lui, le moyen de survivre dans cette société, c'est de se rappeler du passé et des morts du passé. Memento Mori, qui revient en boucle. Donc, il crée des fondations à partir des restes des morts, donc les os, afin de bâtir une société à partir de ça. Il y a un travail de mémoire important qui est fait sur le passé pour ne pas répéter les erreurs du passé et avancer. Et c'est justement là que Samson est intéressant, c'est qu'il va essayer de le soigner, communiquer avec lui et le sauver. Et ça fonctionne. C'est ça qui est bien. Il vit comme à l'époque pendant un moment. Il écoute de la musique, il danse, il a une fondation solide, il est en train de reconstruire une société. Et c'est ça qui le motive fatalement à tenter de réparer le monde. Et je trouve que ça, c'est très beau, c'est très touchant. Et justement, le fait de ne pas répéter les erreurs du passé, c'est ce qu'on entend à la fin avec le personnage de Cillian Murphy, évidemment. Et ce Samson qui va voir la lune en étant enfant, donc rendez-vous compte, il était gamin quand il s'est fait mordre, ou pas loin, en tout cas, c'est quelque chose qui est symbolique, parce qu'il y a toujours eu un truc fascinant dans les trains,
c'est la communauté. Un train, ça sert à ça. Il y a un lien très fort qui est fait entre la nature, les eaux et le train, littéralement. Tu as ce ciel qui brille mêlé au crâne, comme si chaque crâne représentait une étoile, et en même temps la nature était en lien avec les humains. Il y a tout un truc spirituel, religieux évidemment à l'œuvre, et t'as la lune qui catalyse, t'as l'impression le reflet des crânes vers le ciel. Il y a une sorte de miroir qui se fait entre le ciel étoilé et les crânes et la lune, et ça réveille quelque chose de beau en littéralement Samson, dont ses souvenirs d'enfant où il voyait la lune. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on comprend plusieurs choses essentielles. Les zombies sont conscients et ils pensent que les humains sont des zombies. Et justement, quand Samson est soigné, tout s'inverse. J'adore son visage jeune qui est littéralement switché à son visage adulte sans la barbe, et il y a un jumpscare qui est fait par rapport à ça, mais grosso modo c'est le symbole de lui qui redonne une chance à son humanité passée. C'est pour ça qu'il y a cette transition de lui jeune quand il s'est fait sûrement mordre à adulte sans la barbe, parce que c'est lui qui regagne son humanité. Et quand vous regardez ses yeux à Samson, littéralement ses yeux deviennent de moins en moins rouges, de moins en moins gros, et ça qui est très très bien. Et justement ces trains là c'est un peu le symbole de la civilisation, c'est pour ça que le train est maintenant recouvert de vignes et de choses comme ça. C'est que littéralement un train c'est quoi? C'est l'échange, c'est le partage, c'est le transfert des peuples. Et cette scène avec Kelson et sa silhouette qu'on voit au début du film, qui va chercher les restes de la femme enceinte, c'est lui qui va chercher l'ancien monde pour essayer de le sauver. C'est ça qui est fascinant, c'est ça qui est fort d'après moi, et c'est ça la force du message politique, c'est qu'on voit des monstres là où il n'y en a pas, et la communication est nécessaire pour sauver les gens. Cependant, il y a des gens qui vont utiliser cette empathie contre vous. C'est ça qui est, d'après moi, la grande force aussi de l'œuvre. Il faut agir contre les gourous, les menteurs, les manipulateurs, les politiques et les vrais monstres en réalité. Et tout ça avec violence. C'est une œuvre qui est fondamentalement antifasciste. Les gens vont dire mais Red, je t'extrapole et tout. Alors au début je pensais ça aussi, je me suis dit peut-être j'exagère, j'en fais des caisses, et puis à la fin t'as Cillian Murphy qui arrive et qui te raconte que oui, au fait c'est un film antifasciste, et elle explique tout le film à haute voix. On en parle dans quelques minutes de ça, mais oui, c'est un film qui est contre les politiques populistes, qui est contre les fascistes manipulateurs, qui est littéralement contre ces gens-là qui sont là à faire du mal au monde pour leurs propres intérêts. Et c'est tout le symbole derrière lui, qui est littéralement un dominant avec Jimmy Crystal qui manipule les autres, et un zombie qui n'a rien demandé, qui se fait écraser par le système, qui est infecté d'un truc, vous savez, de ce virus, je sais pas, populiste ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que lui, il peut être sauvé. Mais le mec qui manipule, le mec qui est horrible, lui ne peut pas être sauvé. Il y a des choses qui se soignent. On peut évoluer, on peut apprendre, on peut changer. J'adore l'idée du virus qui est à la fois physique, sensoriel et psychologique. Les zombies ont toujours été une critique des sectes, du capitalisme dans l'histoire du cinéma, évidemment. Et là, c'est l'approche qui est politique de la confrontation, le débat et la résolution par la violence si nécessaire. Et c'est ça qui est mis en avant. Il y a beaucoup d'œuvres aujourd'hui qui sont pour une autodéfense violente face à la domination. Je veux dire, même Avatar 3, c'était littéralement ça le concept. Et la scène entre Kelson et Jimmy, je la trouve fascinante car c'est à la fois le compromis, mais aussi l'impossibilité du compromis. Genre, Kelson, il est prêt à discuter, à soigner, à parler, et en même temps, Jimmy Crystal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le menace. Il lui dit, ok, si tu fais pas ce que je te dis, je vais te tuer. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, contre ces gens-là, il n'y a qu'une réponse, c'est la violence, fatalement. Et cette scène de tension extrême est vraiment bien faite, car on dirait que d'un côté, il y a une menace formelle et forte, et de l'autre côté, on dirait aussi que le mec demande littéralement conseil, comme s'il était chez le psy. Et Kelson, il voit une sorte d'enfant en lui, il comprend qu'il est peut-être schizophrène, il a une psychose ou un truc comme ça, donc ça crée une scène qui est à la fois très drôle parce que la situation est grotesque, en même temps ça crée une scène qui est un peu triste parce qu'il comprend qu'il y a un enfant traumatisé ici, qui a grandi, qui est devenu un barbare, et en même temps, ça remet en avant l'idée essentielle du récit, c'est-à-dire qu'il faut des fondations stables pour le développement de la société humaine, des fondations inébranlables, sauf que c'est factice. Parce qu'il y a une phrase que j'adore dans le film, il pensait que ces fondations allaient durer pour toujours. Il faut préserver ces fondations, il faut se battre pour les préserver et il faut les garder intactes. C'est ce que le personnage de Cillian Murphy aurait dit à la fin d'ailleurs. Donc c'est ça qui est fort, c'est que lui a envie d'aider cet homme-là, mais il ne peut pas. Car littéralement, s'il ne fait pas ce que dit Jimmy Crystal, il va se faire éventrer ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais c'est le message de l'œuvre. Il y a un moyen de sauver les gens, mais si le mec vient en te menaçant en te disant qu'il va te tuer, tu fais comment ? C'est ça qui est intéressant. Et il comprend aussi qu'il a fond dans la religion, mais la religion, lui, ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir un enfant traumatisé devant lui et comment le sauver.
Et ça, fatalement, il n'y arrive pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la scène de fin, le rituel évidemment, parce qu'il est à fond religion, Jimmy Crystal, il croit à l'apocalypse, et Kelson, il va utiliser ça contre lui. Ça, plus son âge, son expérience du monde passé pour survivre et tout, c'est un homme de culture aussi. Il comprend très bien le passé, et tu vois que c'est très cathartique pour lui. Tu vois qu'il s'amuse, il met du Iron Maiden, c'est très drôle comme scène. D'ailleurs, c'est drôle, en même temps, c'est très satanique, et c'est bien fait, et c'est satisfaisant, et c'est juste jouissif à voir, et tu as envie d'être dans le délire, et tu vois que c'est un truc un peu psychédélique parce qu'il donne de la drogue à ces gens-là pour les réveiller littéralement comme il a réveillé Samson. Il donne des médicaments anti-psychose, je trouve que c'est fascinant par rapport à ça, et en même temps, en fait, il se rend compte du pouvoir qu'il a sur les gens. Et ça, il déteste. En fait, il devient le gourou qu'il veut enterrer face à lui littéralement, et j'adore cette scène, c'est un pur rituel satanique, mais c'est de la mise en scène, c'est faux. Comme la secte de Jimmy Crystal, c'est du fake, c'est un mensonge, c'est littéralement quelque chose pour manipuler les gens, c'est les médias, c'est juste une histoire qu'on raconte, un roman national si vous voulez, pour contrôler le peuple. Et c'est un peu les paniques morales de l'époque, vous savez, bah, si t'écoutes du métal, au fait, t'es satanique et des choses comme ça, mais c'est fait de manière très premier degré. Et je trouve que c'est tellement bien trouvé parce que ça va brouiller les limites entre ce qui se passe réellement, Kelson qui se réalise du pouvoir qu'il est en train d'obtenir, et en même temps il est manipulé dans la scène parce que c'est une mise en scène qui est gérée en théorie par Jimmy Crystal, donc il y a ce débat entre limite le metteur en scène, le producteur et l'artiste de la chose, donc il y a peut-être un débat aussi sur le cinéma que je trouve assez intéressant, et en même temps ça crée un doute parce qu'il va sortir du script, il va improviser, ce qui n'est pas prévu, et c'est là qu'il fait un truc Kelson qui est génial, c'est se sacrifier. Comme Jésus, et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, hein, Jésus a dû se sacrifier. Le Fils de Dieu a dû mourir pour le bien du peuple, pour les péchés du peuple. Et donc c'est super touchant que ce mec-là, qui se rend compte du pouvoir qu'il a, qui se fait manipuler par le mec en face, qui est un faux gourou, quoi, en réalité, mais lui, fatalement, il est fou aussi dans sa tête, hein, c'est ce qu'ils disent, décide de se suicider et de faire le sacrifice biblique pour le bien du peuple. Et même si c'est Jimmy Crystal qui est mis dans la position d'un faux prophète, d'un faux Jésus, avec la même blessure que Jésus, la croix à l'envers, comme il portait d'ailleurs tout le film. Et vous savez, il a une croix à l'envers durant toute l'œuvre, les deux œuvres d'ailleurs. Le vrai sacrifice, il est fait par le docteur. Lui, ça prouve encore une fois qu'il est atteint de cette démence, cette psychose, et il est infecté par une maladie similaire que celle de Samson. Donc là, on a Samson qui arrive en tant que Satan du point de vue de Jimmy, mais pour nous, spectateurs, Samson est humain aujourd'hui. Donc il a vu exactement la même chose que Samson. Là où Samson voyait des infectés dans les humains, là Jimmy voit une sorte d'infecté, de diable, dans l'humain qui est fatalement un infecté. Et c'est génial comme retournement. C'est ça l'idée derrière tout le concept, derrière toute l'œuvre, c'est l'enjeu politique derrière que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est le sujet de l'œuvre. Il faut écouter les gens rationnels, de une, et il faut surtout littéralement écouter les autres pour les faire sortir. Et je pense vraiment que Jimmy, dans une sorte de monde alternatif, aurait pu être sorti de ça avec le bon traitement. Il aurait pu s'en sortir parce que tout le monde peut être guéri. C'est ça qui est fascinant. Mais il a choisi la violence, il a été puni par ça de manière biblique aussi, comme un blasphémateur d'ailleurs, la croix à l'envers et tout. Et bon, on n'a pas beaucoup parlé de Spike parce qu'il n'y a pas grand chose à dire fatalement. C'est la suite de son rite initiatique. Il y a quelques scènes intéressantes où il hésite à devenir un méchant avec cette scène du tir à l'arc, mais il refuse et il accepte d'être un gentil. Il veut fuir constamment, il se laisse pas happer par ça. Jamais Jimmy Crystal ne devient une figure paternelle pour lui, il la rejette tout le temps, mais à un certain moment, il a failli y passer à cause de ça aussi. Donc je trouve que c'est pas son film fatalement. C'est intéressant de le voir en tant que spectateur et le voir agir de temps en temps, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans la suite de la trilogie. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant dans le sens où peut-être il peut mal vriller. Peut-être sans la bonne figure paternelle, il aurait pu aller dans une mauvaise direction. On sait tous que non, parce que c'est le film, ils n'allaient pas rendre Spike horrible, mais ils ont fait planer le doute pendant quasiment tout le film. J'aime bien aussi le concept de la rebelle qui a envie de quitter la secte depuis le début, mais elle n'a pas l'option parce qu'elle est trop dedans, elle est manipulée, elle vit pas bien ce qui se passe littéralement, mais elle cherche une échappatoire et il faut une sorte de retour à la réalité pour qu'elle s'échappe. J'aime bien aussi l'idée de cet homme-là qui attaque, vous savez, un infecté qui se fait tuer, qui devient infecté et qui se refait tuer bêtement. Parfois, il y a des hommes, ils devraient juste rien faire, écouter les femmes. D'ailleurs, c'est un peu le parallèle dans la scène, c'est qu'il y a la femme qui lui dit « Mec, tu vas te faire tuer, ça sert à rien ». Le mec se fait tuer, ensuite il se refait tuer par une femme juste après. Je trouve que c'est assez rigolo, c'est un peu le message aussi du film. Et je trouve aussi que la famille, en tout cas la femme de cette histoire qui s'en sort avec potentiellement son nouveau-né, va peut-être rejoindre la secte de Spike, ou en tout cas du père de Spike,
ou peut-être se débrouiller avec son bébé quelque part, mais c'est pour moi voilà, le symbole de l'espoir, de la bonne personne morale qui mérite de survivre, qui a fait face à l'oppression, qui essaie de ne pas rejoindre une secte et peut-être va finir dans cette secte militaire sans le souhaiter, parce qu'en fait tout est à côté, hein. Je veux dire, si on a une centaine de kilomètres maximum, vous allez me dire c'est quelques jours de marche, mais ça va vite en réalité, donc je trouve que ça va être très fascinant et va clairement revenir pour moi, c'est une évidence, et je sais pas trop quoi penser des animaux, parce qu'il y a plein de scènes avec des animaux, il y a un corbeau qui mange un visage, il y a plein d'animaux qui sont chassés, mais il se passe rien, ils sont pas tués à aucun moment je crois dans l'œuvre. C'est intéressant de voir que les animaux, ils ont repris le dessus. Il y a ce vol d'oiseaux au-dessus, vous savez, du temple des morts à un moment, du Bone Temple. Pour le coup, j'aime bien l'apport aux animaux. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Il y avait déjà pas mal d'animaux dans le premier film, mais là, ils sont beaucoup moins mis en avant. Juste, ils existent et le monde est peut-être un peu normal pour eux, mais ils se font bouffer aussi par les alphas. Donc, je sais pas à quel point, en fait, dans tous les cas, leur vie, c'est de la merde aux animaux. Dites-moi dans les commentaires, j'ai un doute. Mais évidemment, Cillian Murphy revient à la fin. Et c'était cramé qui était revenu à la fin parce que premièrement, ils avaient dit en interview qu'il était à la fin du deuxième film. Voilà, il avait dit. Mais surtout que le film en question commence avec le cri de Cillian Murphy à la fin du 1. Je l'ai reconnu parce que j'ai revu les films il y a 7 mois avant la sortie du 28 ans. Donc, t'entends le cri de Cillian au début, c'était sûr qu'il allait revenir. Maintenant, je vais vous dire un truc, moi je suis pas contre le retour de Cillian Murphy parce que c'est un acteur génial, c'est Danny Boyle qui va réaliser le 3e film et tout, j'ai hâte de le voir dans 2-3 ans j'imagine, peut-être même plus tard, s'il est validé, si littéralement ce film a du succès, moi je pense qu'il mérite du succès mais vous savez ce que je pense du film. Mais moi ça fait très Marvel comme scène, et je suis moins fan, ça fait vraiment scène déconnectée de tout, ah regarde c'est le personnage du premier film en mode, tu sais limite je sais pas Thanos ou Captain America qui arrive, ah regarde il est là, et il va t'expliquer le scénario, t'es en mode mais mec, n'explique pas le scénario, parce qu'en fait, le scénario du film, il est expliqué ici. Déjà que tu avais ce truc par rapport au Brexit dans le premier film, et là, ça revient avec lui qui explique que Churchill, il faut pas répéter les erreurs du passé, il faut pas être populiste, il faut pas être nationaliste, il faut pas refaire les problèmes de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tout le film, en fait. Tout le film, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est littéralement, c'est les gens, après le virus et l'infection, qui sont redevenus des populistes, des politiques menteurs, ils font la guerre et des choses comme ça. Donc, il t'explique le scénario, ce qui est un petit peu décevant je trouve, mais bon, je peux comprendre, mais ça permet de développer la relation avec sa fille, donc fille métisse, parce que du coup il était avec l'autre actrice, que je sais plus comment elle s'appelle pour le coup, elle est pas dans ce film là, donc elle a dû décéder entre temps, on va le savoir j'imagine dans le prochain film, mais je trouve que c'est un peu dommage d'avoir surexpliqué ce qui se passe par rapport au film. Je trouve que ça fait vraiment scène post-générique plus qu'autre chose, ça méritait pas d'être dans le film d'après moi, je sais qu'ils veulent teaser d'un point de vue de marketing, mais là ça fait vraiment appel d'offres plus qu'autre chose, cependant thématiquement ça approprié, parce qu'il n'hésite pas une seule seconde à aller aider les gens. Ou en tout cas, je sais pas s'il hésite ou si il le dit de manière confiante après une petite hésitation à sa fille, mais il veut pas montrer à sa fille qu'il a hésité. Parce qu'il dit of course we're gonna help them. Il dit un truc comme ça. Donc bien sûr qu'on va les aider, mais il y a peut-être une petite hésitation, mais pas trop non plus pour pas que sa fille se doute que c'est une mauvaise personne et tout. Donc il a quand même réfléchi au truc. Peut-être il y a un drame qui s'est passé avec la mère, peut-être c'est ça qui les a tués, des choses comme ça, mais là ils voient quand même que c'est des enfants, et, ils vont les aider dans le prochain film, et Spike aura une nouvelle figure paternelle, et pour moi le 3e film, ça sera la confrontation entre cette figure paternelle de Cillian Murphy, qui est juste là, et la figure paternelle de la secte militaire, littéralement, du personnage de Aaron Taylor Johnson, qui elle va toujours vouloir retrouver l'enfant, j'imagine d'une manière ou d'une autre, et Spike, ou peut-être qui va faire le lien entre les deux, mais pour moi c'est ça va rester à côté, ça va rester vraiment cette trilogie dans ce bassin, dans ces plaines, dans cette forêt, dans cette île, dans là les Highlands, on reconnaît le mur d'ailleurs, c'est dans la bande-annonce, en plus, c'est dans la bande-annonce, on aurait dû savoir qui était dans le film, parce qu'on voit le mur du premier film, tout premier, à 28 jours, dans la bande-annonce, donc voilà, mais un peu déçu de la scène. Je trouve que la scène elle sort un peu du tas. C'était pas une scène qui était appropriée pour ce genre de film. Je trouve que c'est vraiment scène post-générique. Après, je comprends. Appel d'offres, ils veulent faire le prochain. Putain, il a un Oscar, le mec et tout. Voilà. C'est sûr que dans quelques semaines, genre dans 10 jours, 2 semaines, avant que le film soit plus en salle, ils vont teaser le personnage de Cillian Murphy pour que les gens aillent le voir en salle, mais c'est aussi le gros twist du truc. Après j'en sais rien, honnêtement j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour moi c'est ça sera la confrontation des pères pour un meilleur système. Il a l'air d'être un super père, il a l'air parfait, il a l'air génial, il a l'air vraiment intellectuel, il fait de l'école à la maison en théorie pour sa fille, ça a l'air d'être un bon gars, un bon père, il a l'air d'être vraiment le symbole parfait de la masculinité et tout. À voir ce que ça va donner, parce que dans le premier film, rappelez-vous, il était méga violent, il était comme un infecté, il tuait des gens et tout, donc à voir ses 28 ans, ce qu'ils lui ont fait, comment il a changé, comment il a évolué, ça peut être très très bien. Honnêtement, j'ai envie d'y croire, en plus c'est Danny Boyle qui fera la suite, mais ce film-là était bien, juste la scène finale, je trouve qu'elle sort un peu nulle part,
voilà, pour moi, c'est plus du marketing qu'autre chose, mais je pense que ça peut être bien et j'ai très hâte de voir la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le cadre épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Mais suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.